Stand-Up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-Up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance de pouvoir interviewer Maoulé. Peut-être que vous êtes déçus par l'annonce de ce nom parce qu'il ne vous dit rien, mais en 2026, croyez-moi, vous allez entendre parler de lui. Bonjour Maoulé, comment vas-tu ? Je vais très bien Flora. Bonjour à toi. Alors il faut savoir qu'il me fusille du regard par rapport à cette introduction parce que je lui ai mis la pression. Donc en tout cas un grand merci d'avoir accepté de venir. En vrai je l'ai harcelé le pauvre. Il a accepté quand je lui ai dit que sa présence serait mon cadeau de Noël. Bon après je n'ai pas précisé si c'était un bon ou mauvais cadeau par contre. Non, en vérité il est exceptionnel. Déjà, il faut savoir qu'en 2025, il a remporté un concours d'humour, il a fait des passages télévisés avec le Jamel Comedy, il a rodé ses sketchs au Kibélé, puis à la Divine Comédie. Et en 2026, il va enchaîner de nombreux festivals partout en France. Et surtout, il va jouer son spectacle au Théâtre Solo, le 16 janvier 2026 à 19h. C'est bien ça ? Tout est vrai, franchement carré, et je suis très touché par tout ce que tu as dit. Bah écoute, tant mieux, j'ai essayé, je ne sais pas quoi dire, j'ai essayé au départ de te taquiner pour ensuite dire des choses positives, mais en tout cas notez bien le 16 janvier 2026 au théâtre, je vais y arriver, Solo. J'allais dire offrez-le sous le sapin de Noël, mais pas certaine qu'il puisse passer sous la cheminée, mais bon on est déjà en janvier, il faut prendre des bonnes résolutions et acheter des places, franchement... Vous allez voir, c'est vraiment très bien ce qu'il propose. Et d'ailleurs, ton spectacle, il s'intitule « Se cherche ». Tu parles de divers sujets comme le quotidien, la parentalité. Tu t'es inspiré de ton quotidien ? Totalement. Vraiment de mon spectacle, je parle vraiment de moi. Je veux dire, sur les réseaux, je fais des vidéos par exemple où je ne suis pas aussi intime. Mais mon spectacle, vraiment, ça parle de moi et de ce que je vis et de mon vécu. Et voilà, je raconte ma vie, ma parentalité, mon rapport à mes parents, mon rapport à mes enfants. Je parle de couple, je parle du Bénin et d'autres choses aussi. Ouais, tous les sujets qui te touchent de près ou de loin. Totalement. Et tu te définis comme lucide et de mauvaise foi. C'est cohérent, mais surtout très lucide de reconnaître ta mauvaise foi, non ? C'est le descriptif de ton spectacle. Je suis au courant, merci de me le rappeler. Oui, de mauvaise foi, oui, des fois ça m'arrange d'être de mauvaise foi. Et très lucide quand même sur la réalité dans laquelle on est, ma réalité et tout, mais jusqu'où je m'en sors avec un peu d'humour et de la mauvaise foi. Et c'est ton premier spectacle ? En vrai, presque. C'est mon premier spectacle et demi, dans le sens où en 2019, j'avais fait un spectacle en 6 mois que j'ai joué au Théâtre Le Lieu. Mais en vrai, aujourd'hui, c'était en 2019. Et après, le Covid est arrivé, ça s'est arrêté. Mais quand j'ai recommencé à jouer en 2021, j'ai gardé genre 3 vannes de ce spectacle-là. Donc en vrai, c'est le premier que je vais vraiment tourner autant et rôder autant. Donc c'est le premier vrai qui sera visible et connu de tous. Et pourquoi t'as voulu changer complètement ? Parce que j'ai changé moi-même en fait en ces quelques années-là et du coup les sujets que j'abordais, c'est pas qu'ils sont dépassés, mais c'est pas ce que je me tenais à cœur d'aborder aujourd'hui. Ok, très bien. Et t'as trouvé rapidement le nom de ton spectacle, donc à savoir Se cherche ? Justement, pour être transparent avec toi, c'est même pas le vrai nom du spectacle. Je n'ai pas encore le nom du spectacle. Le Se cherche, c'est pour ne pas dire en rodage. Et donc vraiment premier degré, je cherche encore un titre, je cherche encore ce que je veux dire exactement, même si là je l'ai joué plusieurs fois, donc il se précise assez bien le spectacle, mais je sais que faut le jouer 50 fois pour comprendre même ce que nous on veut raconter. Et là il aura un titre peut-être différent, plus précis, mais je trouvais que ça matchait bien de dire à la fois je cherche, parce que c'est vrai je me cherche dans ma vie, sur plein de trucs, et à la fois il cherche ce qu'il veut raconter le Maoulé en spectacle, donc Maoulé se cherche. Et quand tu étais au Théâtre Le Lieu, c'était pareil, tu mettais Se cherche ou en rodage cette fois ? Ah non, j'avais vraiment un nom, j'avais un concept et tout. Au Théâtre Le Lieu, il s'appelait Sonagnon. Sonagnon, qui est un prénom béninois et qui veut aussi dire « demain sera meilleur ». Et Sonagnon, c'est aussi la meuf qui m'a mis mon premier râteau. Et donc mon spectacle parlait de ça, parlait du fait que ce premier râteau-là m'a peut-être poussé à monter sur scène après. Mais il faut l'avoir vu pour savoir, il n'hésitera plus jamais, donc c'est dommage. Et donc on ne pourra jamais savoir, même si on vient te voir au Théâtre Solo le 16 janvier à 19h. Non, je parle plus de Sonagnon, je parle d'autre chose. Mais je pourrais vous dire en off des choses sur ce spectacle, avec grand plaisir. Oui, mais c'est bien que tu aies la force justement de faire des sketchs différents et de garder seulement 3 vannes d'un spectacle précédent. Parce qu'en fait, il y a tellement d'humoristes qui tournent, depuis 10 ans et qui gardent à peu près les mêmes 15 minutes parce qu'ils se disent que c'est plus confortable, au moins ils savent qu'ils ont des rires. Toi, tu fais souvent des tests ? Moi, j'aime bien tester de nouvelles choses. En gros, là, même si mon heure, elle est figée, mais elle bouge encore, il y a de nouveaux sketchs que j'écris. Moi, j'essaie d'écrire genre
un petit 2-3 minutes chaque semaine que je teste sur scène et que j'essaie de filmer en fait pour les réseaux éventuellement. Donc je suis toujours ouvert à écrire de nouvelles choses parce que déjà ma pensée elle bouge, ce que je vis change. Donc j'essaie d'écrire des trucs qui sont un peu liés à ma réalité. Et on n'est pas à l'abri de tomber sur des masterclass, des bangers en le faisant quoi. Si tu restes figé sur ce que tu as déjà fait, tu sais pas ce que tu aurais pu faire de mieux encore. Donc je crée tout le temps. Et comment tu fais justement pour avoir l'inspiration? Tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi ou ça vient par moments comme ça, sans explication particulière? En vrai, je me base vraiment sur ma réalité. C'est-à-dire que là j'ai testé 2 vannes tout à l'heure. La première parle du fait que je pense qu'avec le temps, je comprends pourquoi les gens étaient polygames. Et c'est un truc très basique du fait que moi j'ai des enfants en garde alternée. J'ai une amoureuse et pourtant on a 3 adultes, on galère à gérer 2 enfants. Donc je me dis faudrait que je recrute une 3e meuf encore. Là on n'est pas assez nombreux. Et donc je fais des blagues autour de ce truc-là qui est lié au fait que je galère à gérer mes enfants entre la scène que je fais le soir, le boulot que je fais la journée, les vidéos qu'il faut faire pour les réseaux. Des fois j'ai pas le temps de gérer mes enfants comme je voudrais. Et donc cette idée-là me dit vous n'êtes pas assez nombreux quoi. Il y a 3 adultes mais c'est pas assez pour gérer 2 enfants. Et donc je commence à trouver des blagues autour de la polygamie. Ça c'est un truc que j'ai eu. Et récemment un pote me dit j'étais sur Tinder, je matchais et tout, je me baladais et je tombe sur une fille noire qui écrit dans les commentaires je déteste les wokistes, je ne voterai jamais LFI, vive le RN, dehors les étrangers. Donc je fais des blagues autour de ce truc-là aussi. Pour vous dire en fait quand j'ai eu ça, je dis waouh c'est abusé, les racistes en plus c'est les noirs, c'est complètement con. Et après il dit attends. Les noirs ont le droit d'être racistes et cons. Si on est comme tout le monde, on a le droit en fait. Donc dire qu'on n'a pas le droit d'être raciste, c'est raciste. Et donc je fais un sketch autour de ce paradoxe que j'ai dans la tête du coup par rapport à ça. Donc là je t'ai spoilé deux passages là que je bosse, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne quoi. C'est-à-dire que c'est le premier sketch, c'est ma réalité, comment je gère mes gosses, comment je galère, donc qu'est-ce que je peux en faire de drôle par rapport à ce truc-là. Et le second truc, c'est l'anecdote qui est arrivée récemment et qui m'a fait me poser des questions sur mon rapport à... souvent on a des potes noirs ou arabes qui votent RN ou qui sont d'extrême droite et on me dit mais on est très énervé contre eux, plus que s'ils étaient blancs. Et je me dis mais questionnons-nous sur ça, faisons des blagues autour de ça parce que ça existe et on en aura toujours. Et donc qu'est-ce qu'on peut raconter de drôle ou d'innovant sur ce truc-là? Et mon truc c'est de dire ils ont le droit parce que on a les mêmes droits que tout le monde. C'est vrai qu'en plus c'est un sujet pas forcément évident à aborder et toi tu y vas directement et tu arrives à faire rire avec ça donc franchement bravo. Merci, on verra si c'est drôle. C'est bien beau de l'aborder mais en vrai ça commence à prendre un petit peu. Mais moi j'aime bien, en fait moi dès que je trouve un sujet un peu intéressant j'y vais quand même et j'essaie de jouer avec jusqu'à trouver le truc le plus marrant possible autour quoi. Sinon après tu changes de formulation mais tu restes vraiment sur la même thématique. Ah oui, l'idée c'est là je t'ai dit en résumé ce que j'ai envie de raconter. Mais en vrai, la manière dont je vais le raconter, ça va changer. Là, je t'ai dit, il y a un pote qui a vu une meuf noire. Non, je dis pas ça sur scène. Je dis, moi, hier, j'étais sur un site de rencontre, j'ai rencontré une fille noire. Voilà. Ça va plus vite et l'histoire, elle est racontée autrement. Et même sur le côté, la polygamie, c'est mieux. Aujourd'hui, je commence en disant la polygamie, c'est mieux. Peut-être qu'il faudrait le dire à la fin. En fait, pour l'instant, je chante en déplaçant encore les choses pour trouver la meilleure manière de le dire. Mais l'essentiel de ce que je veux dire, je l'ai déjà en tête. Après, la forme, il faut que je la trouve, quoi. Ouais, mais ça viendra. Et d'ailleurs, tu as un sketch hilarant où tu parles de séjour au ski, le fameux sketch Piou Piou. Pourquoi est-ce celui-ci que tu fais le plus souvent en comédie club? En vrai, déjà, premièrement, c'est vraiment un truc qui est arrivé en janvier 2025. Je suis allé au ski pour la première fois, littéralement, et j'ai écrit ce sketch-là et je trouvais ça assez marrant. C'est un peu incongru, ce Renoir de 38 ans qui débarque au ski, qui sait pas faire du ski, quel est son rapport à ça, etc. Donc j'ai écrit dessus et j'ai remarqué que ça parlait à plein de gens, en vrai. C'est un truc qui parle... C'est pas un truc qui est parisien, c'est pas un truc qui est lié à mon âge, à ma génération, c'est juste un truc assez... On est en France, il y a plein de gens qui savent faire du ski depuis qu'ils ont 4 ans, donc ça parle aux gens en fait. Donc c'est un truc assez tout public je dirais. Voilà, même les enfants ils adorent ça, juste le mot piou piou ça les fait marrer tu vois. Et donc forcément ce truc je l'aime bien et je le joue pas mal parce que c'est un peu ma signature du moment sur ça quoi. Et dans ce sketch là effectivement je parle de piou piou, il dure 7 minutes, donc en vrai... Le ski et piou piou ça dure 3 minutes. Après j'enchaîne avec un thème qui s'appelle C'était mieux avant, qui parle du coup un peu de racisme etc. Et je finis sur un truc de couple où la relation entre ma chérie, son chat et moi, où je suis jaloux de mon chat. Donc vraiment c'est des trucs qui abordent des sujets assez variés mais qui parlent à tout le monde. Et pourquoi c'est ce bloc là? Parce que c'est ce que j'ai fait au Jamel Comedy Club d'ailleurs. Comme justement j'avais pris l'habitude d'écrire un nouveau sketch régulièrement, quand on m'a proposé le Jamel, j'ai dit ok vas-y je prends dans tous les sketchs que j'ai écrits récemment, je prends 3 trucs que j'aime bien et je les mets ensemble, j'essaie de créer une continuité et je le joue au Jamel.
Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était quand déjà ton passage au Jamel? C'était en 2025. Ouais, 2025, c'était en juillet ou juin, un truc comme ça, 2025, 14 juin je pense. Et du coup, c'est le même passage qui m'a permis de gagner au Grenier du Rire, c'est le même passage qui m'a permis de gagner pour des festivals. Donc c'est vraiment un passage aujourd'hui qui plaît grosso modo aux gens. Voilà, c'est pas un truc qui divise, c'est un truc qui plaît aux gens et donc c'est un peu la signature de 2025. On verra ce que 2026 nous réserve. Je crois que c'est mon sketch préféré de tous tes passages dans les Comedy Club à chaque fois. Même si les autres sont très bien. Évidemment, mais parce que t'aimes les piou-piou, j'en sais rien moi. Tu sais skier d'ailleurs toi ou pas? Est-ce que tu sais faire du ski? Absolument pas. Et voilà. Et on a un gros piou-piou en face de moi encore qui sait pas skier. Ah ouais, j'en garde un très très mauvais souvenir. Je préfère la luge, j'ai foncé dans les gens en pleine descente. Ah, t'as essayé quand même de skier et tout et t'as pas réussi, c'est ça? Quand j'étais enfant, en fait, je suis tombée, personne ne m'a relevée. Je suis partie comme ça 1 heure au sol. Donc bon, voilà. Et j'aime pas le froid. Ça va, t'as eu une belle enfance. Avec pleine d'amour et plein d'attention. Donc le ski, malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est un sujet qui fait rire, peu importe le souvenir qu'on en garde. Et donc tu parlais du Jamel Comedy Club, comment tu as été amené à être contacté? Je joue à la Deb Jam une fois tous les 2 mois. Christophe, qu'on a croisé d'ailleurs en arrivant là où on est aujourd'hui, me met des dates quelques fois. Et donc du coup, je jouais à la Deb Jam depuis un petit moment. Et ils ont fini par me proposer, mais en plus, je vais pas dire à l'arrache, mais je l'ai appris vraiment genre 2 mois avant quoi. Okay. Donc ils allaient faire leur sélection, ils ont dû dire tiens il y a une petite place, Maoulé, il est pas mal Maoulé, on appelle Maoulé. Et ils me l'ont dit et du coup moi j'étais super content. Et je me suis dit ok j'ai 2 mois pour solidifier un passage pour la télé, pour le Jamel en plus, c'est pas n'importe quoi pour moi. Et du coup j'ai bossé ces 3 bouts que j'ai liés au fait que j'ai 38 ans et après le fil conducteur c'est que j'ai 38 ans etc. Et j'ai fait ce passage là quoi. Et la pression, est-ce que c'est quelque chose qui te motive ou justement ça te refroidit un peu? Disons, au-delà de la pression, c'est la deadline qui me motive. Là, j'ai une date, j'ai un projet, j'ai un truc clair à faire, c'est motivant pour bosser. Tu bosses pas pour rien, tu bosses pas pour faire joli, tu bosses pour un objectif très précis. La pression, en vrai, je la ressens pas, je la ressens le jour J. Mais avant, c'est les préparatifs, donc tu fais au mieux, quoi. Et si t'es bien préparé, tu la sens pas trop. En plus, si Christophe croit en toi alors qu'il voit énormément d'humoristes, c'est positif. Clairement, déjà le fait de pouvoir faire ton passage au Jamel, en tout cas pour moi c'était important. Moi j'étais au Bénin, je savais pas que j'allais venir en France, je kiffais déjà le Jamel Comedy Club, j'étais un jeune gamin là, j'étais au Bénin, je regardais Blanche Gardin, je regardais Yacine Bellou, c'était mes préférés, c'était la première saison, je kiffais ce truc là. Donc je me disais pas tiens, un jour je vais faire de l'humour, un jour j'irai en France, un jour je vais passer à la télé au Jamel, ça n'existait pas. Donc en fait juste le fait de pouvoir le faire c'était déjà cool pour le gamin que j'étais. Après on est dans le métier où on est, c'est pas parce que tu fais une télé que ça a changé ta vie, mais c'est important de différencier les deux. Différencier le plaisir et le chemin personnel du gamin que j'étais. Pour lui, c'est vraiment quelque chose. Puis ton chemin artistique, ça peut t'apporter ou pas t'apporter, mais c'est pas grave. Donc il y a deux vies, il y a deux... Souvent, dans notre métier, on pense qu'au côté carrière, etc. Donc du coup, quand ça marche, ça n'apporte pas à ta carrière, tu dis c'est de la merde, ça ne servi à rien. Peut-être pour ta carrière, ça va servir à rien, mais peut-être que pour toi, personnellement, pour ton parcours, ça raconte quelque chose, quoi. Ouais, ça veut dire beaucoup. Totalement. En tout cas, moi, ça m'a fait ça. Et t'as eu quelques retombées quand même? J'ai eu des retours, des gens m'ont vu. En fait, des fois, je vais voir des amis. Oh, mais on t'a vu à la télé hier. Ou des fois, mais attends, tu m'as pas dit que tu étais humoriste. Des gens qui découvrent carrément que je suis humoriste en allumant leur télé à Canal+. Bon, c'est quand même stylé. En vrai, c'est vraiment au niveau. Les retombées, c'est plus au niveau des proches, quoi. Qui découvrent, qui se rendent compte, ok, d'accord, c'est quand même sérieux ce que tu fais. Parce qu'avant, t'es dans des caves tous les soirs. C'est peut-être que tu te bourres la gueule, on sait pas ce que tu fais. Mais savoir que tu passes à la télé, qu'on peut te voir à la télé, ça marque quand même quelque chose de, ok, notre fils, notre frère, il est en train de faire un truc important. Et surtout, c'est pas juste quelqu'un comme ça, un inconnu, mais il a vraiment été repéré, donc c'est bien qu'ils aient cette vision de la chose, du fait de dire c'est pas juste un petit saltimbanque dans un bar et que ce soit pas un discours, on va dire, dénigrant, mais qu'ils voient ça comme un métier professionnel. Parce qu'en plus, l'émission, elle est présentée par Jamel. Je pense que quand t'es face à la télé, tu dis ah oui, quand même. Totalement. Ça marque vraiment quelque chose en fait. En fait, comme on est dans le métier, on se rend pas forcément compte. C'est devenu normal pour nous. Oui, le Jamel Comedy Club, c'est normal, c'est un plateau comme un autre, blabla. Mais pour les moldus, pour les civils, pour les gens normaux, ça reste quand même un truc marquant de voir ça, quoi. Ouais, mais c'est super. Je suis sûre que tu vas pouvoir refaire des passages avec eux et monter sur de grandes scènes. D'ailleurs, je crois qu'en 2026, comme on disait tout à l'heure, tu vas faire plusieurs festivals. Totalement. J'ai eu la chance de participer à un casting d'organisateurs de festivals. On était une vingtaine à participer. Dans la salle, il n'y avait que des gens de festival. C'est pas un public normal. Pourtant, ils ont rigolé, ils ont passé un bon moment. Et donc, il y en a 5 qui m'ont recontacté pour me proposer des festivals en 2026. Donc, il y en a plusieurs dans différents coins de la France, etc. J'en ai déjà fait un à Chartres en 2025, fin 2025. Il y avait des prix à gagner. Il y en avait 3. J'ai gagné les 3. Mais non.
Ah, je t'ai pas dit. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, ça commence plutôt bien quoi. Et Le là, premier concours, tu le gagnes. Les 3 prix. C'était légal de remporter 3 prix? je sais pas, je crois que mes collègues n'étaient pas d'accord que je gagne les 3, mais c'est ce qui s'est passé. Même je trouve que c'était abusé, ils auraient pu en filer un à quelqu'un d'autre quoi. 3 c'est gourmand quoi. Je veux dire, il y a prix du public, prix du jury et prix du crédit agricole. Me demande pas pourquoi. Ils ont dû laisser un petit billet, ils ont voulu donner leur prix quoi. Donc je suis arrivé et les 3 prix bah c'était pour moi. Bah, dis donc, t'arrives à conquérir tout le monde comme ça. T'as dû mettre beaucoup d'argent pour que tout le monde vote pour toi. Oui, il y avait beaucoup de personnes qui étaient vieilles, donc ils n'avaient pas de retraite. Donc je leur fais un petit chapeau, ils ont kiffé. Et en vrai, en plus on a joué 20 minutes quoi, c'est pas 10 minutes, 20 minutes et voilà. Donc ça commence bien. Moi j'aime bien l'idée. Oui. Moi ça me plaît. Apparemment les vieux blancs m'aiment bien. Et je savais pas moi. Je croyais que c'était que les vieilles blanches, mais j'adore. Au moins, ça te met en confiance pour 2026. Et c'est quand la prochaine date de festival que tu vas faire? Là c'est en janvier, c'est du 22 au 24. Je vais à Albertville dans une station de ski en plus. Donc t'inquiète pas que je parle de Biu. Et on va jouer tous les jours en fait. Et on est payé tous les jours et tout est géré par eux, donc c'est plutôt génial quoi, c'est plutôt cool. Et ça c'est le festival que je vais faire. C'est lié au festival, mais déjà, je vais à Djerba la semaine prochaine, proposé par la talentueuse Samia Roseman, qui est une amie et que j'aime beaucoup, et qui m'a proposé déjà plusieurs fois de venir à son festival aussi qu'elle fait régulièrement. Et là j'y vais, donc ça va être super. Ouais, donc tu fais ton spectacle au théâtre solo le 16 janvier et ensuite tu fonces Exactement. pour le festival. Exactement, c'est ça. Donc c'est un mois de janvier assez chargé. J'ai pas pris beaucoup de dates dans des comédie clubs, ça me manque un petit peu. Mais là, vu la tête de mon festival, de mon mois, j'ai dit vas-y, on fait que les festivals, on se concentre sur ça et sur l'heure et c'est cool. Ouais, c'est des opportunités de malade. T'imagines en 2026, t'enchaînes les festivals, déjà tu termines l'année avec 3 prix sur 3. Mais qu'est-ce que ça va être 2027? Tu seras où? Tu seras à l'Olympia? Tu seras au Grand Rex? C'est tout le mal qu'on se souhaite ici. Et par contre, si ça arrive, toi, tu es en première place tout le temps et tu m'aides parce que on l'a pas dit, mais le grenier du rire, bah, c'est toi qui m'as demandé de le faire, c'est toi qui m'as motivé à le faire. Et ça a quand même déclenché des choses pour moi parce que le grenier du rire, je l'ai fait, j'ai gagné. Mais derrière, dans le jury, il y avait Gérard Sibel qui a kiffé ce que j'ai fait, qui du coup m'a présenté au festival. Du coup, je gagne des festivals aujourd'hui grâce à ça. Donc, quelque part, tu as participé à cette situation, Flora. Ouais, on va dire que c'était un festival, enfin un concours tremplin justement pour les jeunes ou moins jeunes talents. Et je voulais à tout prix que tu y participes et merci beaucoup d'avoir accepté parce que je voulais que tu puisses justement faire des scènes plus importantes et pas rester juste dans des plateaux parisiens et de manière à ce que tu progresses et que tu sois visible le plus rapidement possible. Bah, merci beaucoup Flora. Et donc du coup ça permet de... Et les festivals c'est cool parce que si ça se passe bien ça trouve des opportunités. C'est-à-dire que là du coup j'ai gagné les 3 prix. Mais c'est pas que j'ai gagné les 3 prix, j'ai gagné les 3 prix et maintenant ils achètent mon spectacle pour 2025. Du coup je vais retourner... Non, 26 excuse-moi. Quand je vais retourner à Chartres en 2026, vendre mon spectacle et tout. Donc quand tu joues dans des festivals et qu'il y a plein de gens, ça peut t'ouvrir d'autres portes. Donc mon but c'est vraiment d'être le meilleur de moi-même dans chaque festival que je vais faire. Et on sait pas ce que ça va créer encore comme opportunité. Oui, parce que là un concours il t'a ouvert plusieurs portes. Alors t'imagines si t'en enchaînes des concours? Exactement. Et d'ailleurs je fais le festival d'avion cette année. Oh. Ah ouais, Mais non, alors ça tu me l'avais pas dit non plus, je vais être vexée, il me dit pas tout. Mais tu vas jouer où, à la Comédie Saint-Roch ou rien à voir? J'ai plus le nom mais... Il ne connaît plus le nom de la salle de théâtre où il va jouer au festival Le d'Avignon. mec est trop tête en l'air, voilà, je suis TDAH les amis, désolé, mais du coup je te le redirai, mais on le reprisera, mais je fais Avignon et tout, on a déjà signé le truc et tout, on s'est fait quoi, je sais pas où je dois dormir, il faut que je trouve un endroit où dormir, donc si vous m'entendez et que vous avez des locaux, pas trop chers, dans une cave, à Avignon, dites-le moi. Il vous fera rire en échange. Entre autres. Alors, je fais des très bons mafés. Mais du coup, oui, je vais faire Avignon. Donc ça, pareil, c'est la première fois que je le fais en tant qu'humoriste. Je l'avais fait en tant que photographe il y a longtemps. Et là, en tant qu'humoriste, donc ça va être un jour sur deux. C'est en binômage avec un collègue. Donc un jour sur deux, ça ne soit pas aussi violent que ceux qui font tous les jours. Et donc c'est plutôt cool, quoi. Et tu vas tracter aussi pour être à l'encontre du public? Il y a moins que je traite ou que je paye quelqu'un pour le faire parce que je suis vieux et que... Il a mal au dos, le pauvre. Voilà, je suis vieux, j'ai pas de cheveux pour me protéger du soleil. Non. Donc je vais peut-être le faire un peu pour le fun de le faire, mais en vrai je veux le faire de manière chill comme disent les jeunes. Je veux pas non plus me tuer à la tâche comme certains le font à Avion parce que c'est un peu ça Avion. Donc déjà un jour sur deux je pense que ça va être bien énergivore, bien demandant. Et c'est super parce que ça veut dire que je vais jouer peut-être en 3 semaines 12 fois, 13 fois mon spectacle. Donc je vais arrêter de me chercher. Je pense qu'à la sortie d'Avion, je me serai trouvé, tu vois. Et tu vas trouver un producteur, même si ce n'est pas avant. C'est fort possible. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Et en plus, tu vas briller par ton talent et parce que tu auras trop mis de crème solaire. Elle a fait sa petite blague, Flora. Elle est fière, sachez-le. Dans ses yeux pétillent pour la blague de la crème solaire. Ouais, j'attendais de la faire de manière à ce que ça arrive de manière plus ou moins naturelle. T'imagines, je t'aurais coupé la parole juste pour cette Alors, la vanne. crème solaire Ça n'a aucun sens ce que tu dis là.
Et ton spectacle, d'ailleurs, tu l'as écrit en combien de temps? C'est une bonne question parce que comme il bouge beaucoup, en vrai, il y a bien un passage qui existe depuis mon premier spectacle, donc du coup, lui, il est là. Un passage, juste, je présente mon prénom, quoi. Et comme ça n'a pas changé, bah, c'est la même blague. Mais il s'est nourri de différents trucs. Je sais pas, dans le ski, tout ça, que j'ai écrit en 2025, c'est dedans. Il y a des passages que j'ai écrits il y a pas longtemps qui parlent du métissage. Je l'ai écrit, je l'ai posté, il a bien marché sur les réseaux, c'est cool. Bah, il est rentré dedans aussi. Donc en fait, disons que depuis 2022, je suis dedans, quoi. Donc il y a plein de choses qui ont bougé, mais ouais, ça, il se nourrit de plein de trucs depuis 2022. Ok. Sachant que par rapport à ton premier spectacle, tu n'as gardé que 3 vannes. Oui. Mais ça, c'est vraiment pour l'ego de dire bon, bah ces vannes elles vont à la poubelle. C'est dur. Bah, en vrai, j'essaie de me voir comment je peux les exploiter peut-être en vidéo ou autrement pour pas perdre ces vannes-là. Mais en vrai, bah, désolé, en 2019 et maintenant, bah, ça va faire 6 ans, 7 ans, là on est en 2026, bah, c'est plus les mêmes vannes. C'est normal de les jeter aussi parce elles sont plus forcément... C'est pas le propos, mais c'est les vannes. Donc je pourrais réaborder les mêmes sujets, mais avec mon niveau actuel. Ça serait plus intéressant de le faire comme ça. Donc du coup, non, c'est juste de... Si ça ne te ressemble plus, c'est peut-être c'est pareil. Moi, je vois toujours, il y a un truc, je vois toujours les blagues comme... Tu sais, la poule, tu connais l'histoire de la poule aux œufs d'or? Bah, les blagues, c'est des œufs d'or, mais c'est nous les poules. Tu vas avoir peur... Piou piou. Piou piou, encore, tu vois. Donc tu vas avoir peur de perdre un œuf. T'es censé en pondre tous les jours, donc t'inquiète pas. Donc tu peux perdre ses enfants, c'est ça que tu dis. T'as tout compris. Depuis le début, c'est ce que j'ai de dire. Volez mes gosses, s'il vous plaît. Je donne l'adresse de ma maison. Je pourrais faire des blagues librement après. Et du coup, c'est quoi par rapport à la poule aux œufs d'or? J'ai pas compris, pardon. On n'a pas compris la métaphore. Donc dans l'histoire, c'est que les humoristes, on est les poules aux œufs d'or et les œufs, c'est les vannes. Donc faut pas avoir peur d'en jeter, faut pas avoir peur de jeter ce que tu fais depuis longtemps, etc. Parce que t'es censé pouvoir en pondre régulièrement, quoi. Même le vol de vanne, oui, on m'a volé une vanne, bah écris-en 10 autres, c'est pas grave. Ça finira en omelette. Allez, très bien, on avance. Et d'ailleurs, je crois que c'était déjà arrivé de faire des passages dans des lieux atypiques, par exemple en entreprise, tu peux nous raconter? Tu dis ça parce que tu nous as invités jouer dans ton entreprise, c'est ça? C'est vrai, je suis un humoriste tout terrain. Je fais des blagues en entreprise, ça va, c'était pas le pire que j'ai fait, quoi. Ça, Comment ça, le pire? Vraiment, C'était bien organisé. C'était le meilleur que j'ai fait. Écoute, on était quand même en extérieur dans une cour. Elle me fusille du regard, sachez-le. Il y avait des loges alors que c'était en entreprise, avec des transats et des pop-corn. Oui, mais il y avait des humains à l'extérieur dans une cour. À tout moment, Pigeon pouvait me chier dessus pendant que je jouais parce que ma blague était C'était pas drôle. couvert. Plus ou moins. Mais bon, on n'en fera pas plus, mais c'était super. Très bel accueil, on a été bien accueillis et bien payés. Et donc ça c'est super, on adore l'argent. Et non, c'était super, c'était une belle aventure. Mais le plus atypique que j'ai fait, je crois, c'est quand j'ai fait des blagues dans un camping. J'ai fait un concours dans un camping et j'ai gagné 2e place. Et la première place, c'était une fille qui jonglait. Une fille de 8 ans qui jonglait. Donc j'ai gagné en 2e après une gamine de 8 ans et je suis fier de moi, d'accord. Ça remonte à quelques années déjà et c'était des blagues du premier spectacle justement. C'est marrant, dès que je fais un événement, un truc atypique, j'écris un sketch dessus. Donc en gros, sur le camping, j'ai écrit des blagues pour le camping et j'ai gagné avec ce truc-là sur le camping. Et je suis allé au ski, j'ai fait des blagues sur le ski. C'est toujours un peu des trucs de je suis un noir au camping ou je suis un noir au ski. Parce qu'après, tu vas faire des sketchs à la plage. La plage, après, il y a des noirs à la plage, c'est pas choquant. Ça va, il y en a quoi. Donc faut trouver une activité vraiment très white et j'y vais quoi. Donne-moi, c'est quoi les trucs de white? T'es un peu concerné toi? C'est quoi le truc bien blanc? Le camping et le ski, c'est blanc. C'est pas associé à autre chose normalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Alors normalement, c'est moi qui pose les questions. Ah, d'accord. Non, alors là, comme ça, je ne vois absolument pas. La pétanque. Ça, c'est un truc du sud, ouais, peut-être plus les blancs et encore, je sais pas. Okay. Va faire des blagues sur un terrain de pétanque qui vont t'envoyer les boules sur les pieds. Bah, il faut que je trouve une activité. Voilà, mon 3e sketch qui va cartonner, ça sera un truc on voit des blancs faire généralement et donc je peux apparaître. Vous savez, moi, quand je fais du golf, encore du golf, il y a des noirs comme. Ouais, mais il est connu. Le plus grand joueur de golf connu, il est pas noir, il est pas blanc quoi. C'est un métis. Donc, ah mince, ça foire le sketch alors. Tiger Wood. Bah ouais, en vrai, le golf, il y aurait des vannes à faire, mais bon. C'est pas assez populaire. Faut un truc qui parle aussi à tout le monde. L'équitation. Déjà, c'est vrai, si je dis l'équitation, c'est déjà assez original. Il y en a On pas va beaucoup. rester sur les animaux, donc les piou-piou, les chats, et sur les chevaux maintenant. Allez, on part sur des chevaux.
D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du fait donc que là, le 16 janvier, tu vas jouer au théâtre solo. Tu as joué auparavant à la Divine Comédie, donc c'est à côté des Folies Bergères, mais aussi au Kibélé. C'est quoi la salle qui te ferait rêver? Waouh. Oh, c'est une bonne question. Genre, tu t'es pas posé cette question avant? Non, j'avoue, je sais pas. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les gens. C'est pas la salle. C'est l'amour du public. Non, en vrai, il y a des salles. En fait, il y a des salles classiques qu'on fantasme tous, mais je pense qu'on les fantasme parce que tout le monde en parle, quoi. On dit l'Olympia, la Cigale, ouais, mais je sais pas si c'est parce que j'aime la salle ou parce que les gens disent l'Olympia, la Cigale. Tu vois, il y a des mots, il y a des salles un peu clichés comme ça que tout le monde cite, donc tu veux les faire parce que apparemment c'est bien de les faire. Mais je crois, je ne sais pas encore. Je pense qu'il faut que je tourne mon spectacle, que je joue à plein d'endroits et je pense qu'à force de le faire, je saurai ce qui me fait vraiment vibrer. Pour l'instant, je joue partout où on veut de moi, quoi. Mais je pense une bonne salle, c'est une salle où il y a des gens qui sont là pour toi, passer un bon moment et que ça rigole quand tu fais tes blagues et que tu te sens à l'aise pour faire des choses. J'ai pas encore le goût précis d'une salle, en vrai. Et puis la façon dont c'est agencé, si le public est plus ou moins loin, ça fait la différence. C'est sûr que ça va jouer, mais après quand tu commences... Si j'ai fait beaucoup de premières parties pour Félix Jean, qui du coup fait vraiment des grosses salles, on a déjà joué devant des 2000 personnes, 3000 personnes. Il a fait la Cigale, il m'a invité. Il fait l'Olympia bientôt, j'irai regarder. Mais c'est pour dire que c'est sûr que c'est encore différent de faire des salles comme ça. Donc en fait, il y a des gens pour qui c'est devenu normal de faire ces salles-là et que ça se passe bien, quoi. Moi, je ne sais pas encore ma normalité, ça reste toujours incroyable de vivre ces moments-là. Et même si c'est bien agencé, quand tu as 2000 personnes devant toi, c'est pas comme quand on a 50, c'est pas la même proximité, quoi. Donc je découvrirai avec le temps. Et d'ailleurs, pour essayer de ramener un peu des personnes dans ta salle, je crois que tu as des petits concepts vidéo sur Instagram où les gens peuvent te suivre. Ah oui, totalement. Je fais des vidéos sur Instagram, un peu comme nous tous aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu un truc obligatoire désormais pour être visible et pour essayer de remplir sa salle. Donc je fais des vidéos depuis quelques années sur Instagram. Ça va, ça se passe plutôt bien. Donc 2026, on espère arriver à 1 million d'abonnés. J'en suis très loin, sachez-le. Alors, on croise les doigts. Mais ça va quand même, t'en cumules des abonnés. Oui, j'en ai 35 000, mais entre 35 000 et 1 million, il y a une différence, quoi. Alors acheter ou non acheter en partie, 50%. Je savais même pas qu'on achetait. On peut acheter ou pas? Est-ce que ça marche? Ça m'intéresse parce que si on peut acheter, j'ai de l'argent. Hein. Ça peut m'arranger. En vrai, j'aimerais les avoir de manière naturelle, mais non, j'ai pas acheté pour l'instant. Mais si tu me dis, attends, imagine on découvre que tu peux acheter et que en vrai, ça booste et après ça ramène des vrais gens. Tu vois ce que je veux dire? Imagine t'en achètes 1000 et après t'en as 10 000 vrais. Bah, ça reste un bon deal, ça reste de la pub en vrai. Hein. On le voit, en fait, on le voit d'un mauvais œil. Mais les pubs à la télé qu'on regarde tout le temps, elles sont achetées. Je veux dire, tu vois? Ah oui, ça booste l'algorithme. Hein. Exactement. En gros, retenez qu'il a de l'oseille. Oui, je bosse à côté exprès pour ça. Donc si je me contentais d'être juste humoriste, je n'aurais pas les joues que j'ai actuellement. Mais quand même, cumuler ta profession d'humoriste, mais aussi celle que tu fais en freelance, bravo, parce que le planning, il doit pas être évident à gérer. En plus, avec les gosses, une semaine sur deux. Totalement, c'est assez speed en fait. Donc vivement que je ne vive que de l'humour. J'aimerais vraiment, mon but c'est vraiment de vivre que de l'humour. Donc là, déjà, ça me libérera beaucoup de temps. Et même artistiquement, je pense que ça va libérer des choses chez moi que j'ai pas encore libérées. Et en plus, tu rodes aussi tes sketchs dans un plateau de stand-up à Antony. Bah vas-y, c'est ton instant promo. Bah très bien, bah écoute, je suis MC à Antony et au Café Oscar. En fait, si tu veux me voir sur Paris, tous les jeudis au Café Oscar, à Grand Boulevard, on n'est pas loin de là en plus actuellement. Tous les jeudis 20h30, 22h30, j'ai un plateau là-bas. Je suis MC, viens avec grand plaisir. Mais moi, j'habite personnellement à Antony, petite banlieue, tranquille et tout. Et des fois, j'en ai marre de venir sur Paris pour faire des blagues. Donc j'ai créé un plateau ça va faire depuis 2021, donc ça va faire 5 ans que ça existe. À Antony, à 400 mètres de chez moi, quoi. Donc je peux gentiment... Suivez-le à la sortie, comme ça vous saurez où est-ce qu'il habite. Exactement, j'indique en plus où est-ce que j'habite, je dis aux gens, venez prendre un apéro après, mais je crois que je leur fais peur, personne n'est jamais venu. Mais c'est pour dire, j'ai un plateau aussi qui s'appelle le Fun and Roses, où j'offre des roses à chaque artiste qui vient jouer chez moi. Et pourquoi ce concept d'offrir une rose? Ah bah je le raconte à chaque fois sur le plateau, c'est que je cherchais un nom, j'avais pas de nom, ça s'appelle le Comedy Club, on n'avait pas de nom. Et la première fois qu'on a joué, il y a une dame, elle a tellement kiffé, une dame de certain âge, hein, elle a kiffé qu'elle est partie, elle est revenue. Elle a mis de l'argent dans le chapeau et elle a remis une rose à chaque artiste. Il était 23h. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé des roses à 23h, mais elle a ramené une rose à chaque artiste. Il dit, mais attends, ça, c'est incroyable comme moment. Je vais perpétuer la tradition. Il faut qu'à chaque fois quand les gens jouent chez moi, j'offre une rose. Et donc cette dame, je l'ai jamais revue. Peut-être qu'elle est morte parce qu'elle était vieille, mais c'est pour Et elle est pas au courant du coup de ce qu'elle a créé derrière. Elle ne sait pas grâce à elle, j'ai trouvé le nom de mon truc et que depuis, j'offre des roses grâce à elle. Donc elle n'est jamais revenue. Ah, c'est incroyable comme histoire. Et
D'accord. Et si jamais une personne est allergique au rose, et si cette personne veut jouer sur ton plateau, ça se passe comment? C'est en pâte d'amande? Donc Flora, du coup, elle parle pour elle parce qu'elle a joué chez moi. Je lui ai offert une rose. Elle m'a dit, je suis allergique au rose. J'ai dit, ok, nickel, bois ta bière et casse-toi. Mais désolé, si t'es allergique au rose, tu auras toute ma gratitude. Il y a un hôpital pas très loin. Oui, très bon hôpital, l'hôpital privé d'Antony, excellent. Et si tu pouvais vivre du stand-up à plein temps, est-ce que tu lâcherais ton job actuel? Après, là, je sais pas si ton responsable peut t'écouter, mais comme tu es en freelance, a priori, ça devrait pas causer de problème. Oui, totalement. Si je pouvais vivre du stand-up, c'est mon objectif justement. J'aimerais faire ça en fait. Donc à terme, j'ai un job alimentaire, j'ai un très bon job qui paye bien et tout. Je suis en informatique, je suis responsable et tout. Mais pour moi, ça reste un job alimentaire. Mon rêve, c'est de faire que du stand-up. Mais du coup, en attendant, il faut charbonner. J'ai 2 gosses à nourrir, j'ai une maison à rembourser, j'ai un loyer à payer, donc je dois quand même faire rentrer de l'argent. Donc du coup, je bosse quoi. Mais ça te fait pas flipper d'avoir un rythme un peu décalé si jamais tu quittes ton job le jour où tu auras suffisamment de rentrée d'argent en tant qu'humoriste? Décalé dans quel sens? Dans le sens où il faut vraiment jouer le soir et avoir une certaine rigueur en journée pour tenir le coup. Parce que là, ça veut dire que le matin, tu es obligé de te lever pour travailler en entreprise et ensuite le soir, les blagues. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui terminent tard et ensuite ont vraiment un rythme assez compliqué à gérer derrière. Tu veux dire que ça sera plus compliqué quand j'aurai pas un boulot en plus? Ouais. Là, je rentre tard et je dois me lever à 9h pour faire une réunion. Donc ça veut dire que je peux me relever quand je veux et préparer ma journée que pour les blagues. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je dois caler les blagues quand je peux. Et travailler mes blagues, faire des vidéos pour le réseau. Non, je pourrais justement à plein temps faire ce travail qui devient multifacette d'humoriste. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois bosser tes réseaux, donc faire des vidéos, écrire des vidéos, les tourner, les monter, faire des trucs comme ça. Le soir, écrire des blagues, jouer des blagues. Ça reste quand même un boulot assez complet. Et du coup, non, j'aurais encore juste plus de temps pour créer plus, quoi, tout simplement. Donc pas besoin de cadre, on va dire, prédéfini grâce au système de l'entreprise. Tu peux t'autogérer tout seul. Il faudra apprendre à le faire tout seul et justement garder le rythme qu'on a déjà en entreprise et le mettre, se dire c'est un vrai boulot. Comme en entreprise, en fait, on devrait avoir ce rythme-là. On devrait avoir un rendez-vous à 10h où on bouge notre cul, enfin, peut-être dans un bureau ou un endroit et on bosse jusqu'à midi. En fait, je pense qu'il y a des gens qui le font et forcément, les gens qui ont cette discipline-là, ils vont aller plus vite que les autres parce que ils bossent, quoi. En fait, on dit souvent oui, le travail, ça ne ment pas, c'est le travail qui paye. Je pense que c'est vrai. Je pense que vraiment, peu importe ton niveau, peu importe le type de blague que tu fais, tu peux pas augmenter ta charge de travail et garder le même niveau. Ça va forcément augmenter, quoi. Tu peux pas bosser 2 fois plus et tu as le même niveau. En fait, il y a un truc qui va bouger. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de ta toute première scène et de ton premier sketch? Tu disais que tu parlais de ton prénom, c'est ça? Je parlais de quoi, t'as dit? De ton prénom? Non, même pas. Dans mon tout premier sketch, je parlais même pas de mon prénom. J'ai parlé le truc du prénom, c'est que je l'ai gardé aujourd'hui encore dans mon heure parce que je me présente à un moment et du coup je fais des blagues autour de mes prénoms. Mais sinon, mon tout premier sketch, je me rappelle très bien. C'était un truc. Déjà, il s'est passé un truc marrant. C'est que je me suis entraîné pendant 3 semaines avant de faire mon passage et tout. Et donc quand c'est une blague très visuelle que je vais faire là, du coup c'est con parce qu'il n'y a pas les images. Mais je peux dire que pendant que je jouais, je tenais mon micro comme ça proche de ma bouche. Je jouais comme ça, donc main levée proche de la bouche, sauf que je n'avais pas de micro. Et comme je m'étais entraîné pendant 3 semaines à me dire que j'aurais un micro, donc j'avais la position comme ça, j'ai répété mais près de la bouche. Donc quand je jouais devant des gens, j'avais la main près de la bouche, mais une main vide. C'est complètement fou. Les gens voyaient juste un mec avec la main près de la bouche qui parlait comme si avait un micro, ça n'avait pas de sens. Et donc pendant que je jouais, je me rappelais que j'avais pas de micro, donc je baissais la main. Mais ma main remontait de manière automatique en fait. Parce que j'avais entraîné mon corps à faire ce truc-là pendant 3 semaines. Et donc je parlais de quoi? Je parlais du fait que j'ai toujours trouvé ça stupide que quand il y a des crashs d'avion, on nous disait le nombre de morts par rapport aux nationalités. Si un crash d'avion te dira oui, il y avait 10 Français et 23 Guadeloupéens, bon c'est des Français, 10 Français et 12 Chinois et 14 Russes, je dis mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur passeport en fait, les gens qui sont morts. Si tu as pu me dire comme ils sont français, je me sentirais plus proche, dis-moi le nombre de chauves qu'il y avait. Je me sens plus proche d'un chauve que de tous les... Il y a des Français qui me ressemblent pas et avec qui on va pas s'entendre. Dire être français ne veut pas dire qu'on est forcément proche. Donc en fait, si leur but c'est de dire regarde, il y a des gens comme toi qui sont morts, il y a d'autres critères que le passeport, quoi. Donc c'est vraiment ça que je racontais dans le truc. Ouais, parce que ça divise de dire ok, lui de tel pays, donc il y a des gens que... Mais c'est ce que les gens font dans le journalisme dès qu'il y a une catastrophe. On te le dit, même un attentat, une guerre. Oui, il y a eu 3 Français qui sont morts en Syrie, tu vois, et on le dit toujours. Après, je me suis renseigné, apparemment la raison, c'est qu'eux, ils appellent ça j'ai oublié le mot, mais c'est par rapport au kilomètre. En fait, plus quelqu'un te semble proche, et plus tu t'inquiètes pour la personne.
Et donc le fait de dire que je suis un Français comme toi, que ça aurait pu t'arriver à toi, tu t'impliques plus. Et donc je critiquais un peu ce truc en disant, dites-moi qu'il y a des petits noirs de 1m70, là c'est waouh, mais non, des gens exactement comme moi qui font la même taille. Je suis triste, ça me parle plus que de dire que c'est un Français quoi. Ah, tu fais pas moins que 1m70 ? Ah, j'aurais cru. Je te pisse à l'arrêt. Voilà. Tu le garderas peut-être pas au montage, mais Il n'y aura pas de montage. il n'y aura pas de montage. Voici comment ils sont sympas, les invités, à chaque fois qu'on interviewe, on veut les mettre en avant, et derrière, ils nous insultent. Et c'est foutu de ma taille, je devais répondre. Ouais, c'est toi qui as cherché aussi en même temps. Et pour terminer, dernière question, ce serait quoi tes objectifs à court, moyen et long terme ? Court terme, le 16 janvier, 19h, faire un bon spectacle, que ça se passe bien, que les gens passent un très bon moment. Normalement c'est bon, le spectacle est drôle, je suis drôle sur 1 heure, mais je bosse encore un peu à la structure et pas le fond. Le fond, je sais ce que je veux dire, mais j'essaie de le rendre fluide. Donc il y a quand même un travail qui est en cours et j'espère qu'il sera vraiment à un niveau intéressant pour le 16. Ça c'est vraiment très très court terme, c'est tout à l'heure. Avant, je vais aller à Djerba, j'aimerais être très drôle à Djerba, première fois que je vais dans le Maghreb, je suis jamais allé, donc c'est cool, j'espère que ça va bien se passer. Ensuite le spectacle, et ensuite le festival. Et le festival, très court terme aussi, j'aimerais cartonner le festival, que ça m'ouvre encore d'autres opportunités. Moyen terme, il faut que je prenne une résidence dans un théâtre pour jouer au moins 2 fois par mois, parce que le spectacle en même temps pour l'améliorer il faut le jouer souvent quoi. Quand tu joues 1 fois par mois ou 1 fois tous les 2 mois, tu peux pas progresser comme si tu jouais tout le temps. Mais en même temps ça veut dire qu'il faut avoir des gens qui viennent dans la salle, donc il faut bosser les réseaux. Donc dans le moyen terme et le court terme c'est aussi les vidéos, progresser sur les vidéos, acquérir plus de personnes qui me suivent et tout. Et dans le long terme c'est devenir un humoriste excellent. Qui gagne tous les prix en festival. Oui, et surtout le cœur du public. C'est quoi pour toi un humoriste excellent ? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, si je dois vraiment répondre à mon niveau, c'est que des fois, j'ai des idées en tête, je les trouve drôles, et c'est arriver le plus vite possible à les rendre drôles sur scène. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand j'ai une idée en tête, ça me prend, 3 semaines pour que je me dise, ok, là, c'est bon, elle roule bien et tout, elle est intéressante. Et sur scène, les gens rigolent. J'aimerais que je me lève le matin, j'ai une idée, et le soir, elle est drôle. Ça prend un peu de temps pour arriver à ce niveau-là, mais c'est ça l'objectif. C'est vraiment, ok, c'est drôle, je sais comment le rendre drôle rapidement et mettre dans la tête des gens mon petit virus que j'ai eu en tête, que j'ai trouvé ça drôle. Et ça serait cool. Et le mec global, c'est un mec qui vit de son métier, qui gagne bien sa vie avec ça, qui touche les gens dans ce qu'il raconte, quoi. Et quand j'y touche les gens, c'est parce que c'est drôle et parce que derrière, il y a un truc qui se passe aussi. Bon, en tout cas, on te souhaite de réussir. Et que cette année 2026 soit, comme on dit, ton année pour avoir d'autres opportunités derrière. Merci beaucoup Maoulé d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Retrouvez son spectacle Se Cherche au Théâtre Solo le 16 janvier 2026 à 19h et puis partout en France pour différents festivals. Merci beaucoup et à bientôt sur Speed Radio. Merci.